Bonjour et bienvenue dans Relire, le moment où je prends un livre dans ma bibliothèque et où je le relis, un livre que je n'avais pas relu depuis longtemps et que je redécouvre. Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq m'occupe déjà depuis quelque temps puisque j'en suis à l'avant-dernier chapitre qui s'intitule Dernière inspection. Dernière inspection après ou avant quoi ? Avant la guerre peut-être, puisqu'il y a eu une croisière qui s'est terminée par des coups de canon et un envoyé qui semble ne pas être capable d'empêcher cette guerre qui de froide pourrait devenir chaude entre le rivage des Syrtes d'un côté, en face le Farguestan. Dernière inspection. Le vieux Carlo est mort, me dit Fabrizio précipitamment comme j'entrais dans mon bureau de l'amirauté. On l'enterre cet après-midi à 3 heures, au cimetière militaire. Giovanni a pensé que tu en serais d'accord. Tu sais que c'est la coutume ici, ajouta-t-il d'une voix assombrie. D'ailleurs, Marino l'aimait beaucoup. La phrase de Fabrizio tomba sur un silence plus grave que ne le voulait cette nouvelle attendue. J'étais revenu du palais plus calme. C'était donc le palais de Vanessa Aldobrandi, chez qui on l'avait laissé à la fin du chapitre précédent. J'étais revenu du palais plus calme, comme si, une fois de plus, un apaisement fût descendu en moi de la sécurité, de la certitude incompréhensible de Vanessa. La nouvelle assombrissait pour moi cette matinée claire. Je me rappelais que j'avais songé quelquefois dans ces derniers jours d'angoisse à retourner en visite à Ortello. Il me semblait alors que la présence seule du vieillard eût calmé mon agitation et mon incertitude, et que quelque chose eût passé de moi à lui sans phrase et sans effort de ce qui faisait mon souci. Il était mort maintenant. Ces derniers mots me revenaient à l'oreille, émouvants comme une main que l'on n'a pas saisie. Tout à coup, l'idée me traversa que peut-être, que sans doute, il n'avait pas su avant de mourir. C'est maintenant et c'est trop tôt, m'avait-il dit. Malgré moi, à la lumière de ce qui avait suivi, les mots du vieux Carlo prenaient un accent, une résonance prophétique, comme si la nouvelle au dernier moment eût manqué malignement celui-là seul qui l'eût comprise, comme si, moins heureux que le vieillard Siméon, ses yeux à lui n'avaient pas vu le seul signe pour lequel ils se tinssent encore ouverts. Je revis tout à coup le sable égalisé sur l'anonymat misérable des tombes, et à un élancement de pitié, à un pincement au cœur, je sentis que celui que nous allions enterrer, et dont poussait encore dans le cercueil la barbe courte et dure, était maintenant plus mort qu'aucun de ceux qui là, depuis des siècles, avaient fini de pourrir. C'était la coutume aux Syrtes d'enterrer dans le cimetière militaire les maîtres des grands domaines du voisinage. Et c'est effectivement la fonction de ce Carlo qu'on a rencontré déjà auparavant. Donc les grands domaines, ou les maîtres des grands domaines du voisinage, à qui si longtemps la garnison de l'amirauté avait semblé vouée plus qu'au service de guerre. Et c'était justice. Plus d'un avait fait le coup de feu naguère contre... ou plus d'un, si je reprends, avait fait le coup de feu naguère encore contre les derniers pillards du désert, avant que la paix fatiguée d'Orsena n'eût pesé définitivement sur ces terres. Et pourtant, cette paix fatiguée, elle est peut-être terminée.
Une race forte de soldats laboureurs avait longtemps régenté cet extrême sud, parlant haut et tranchant net avec ses officiers subalternes, plus militaires que les pâles comptables qui s'étaient succédé à l'amirauté jusqu'à Marino. Et pareil, sur ces confins excentriques aux derniers surgeons verts qu'on voit sortir encore de terre à grande distance d'un tronc exténué. Cette race à son tour était morte, comme s'étaient éteintes à Orsena depuis longtemps les familles de haute race. Nous savions qu'aujourd'hui nous enterrions le dernier, et sur la route familière, notre petit groupe serré allait plus silencieusement que de coutume. Une après-midi grise et calme tombait sur les Syrtes du ciel laiteux, à peine troublé par le bruit assoupi des vaguelettes. Des journées entières, parfois, le courant froid qui longeait la côte condensait sur le large des brumes décevantes et molles, et qui promettait la pluie sans jamais l'amener, et faisait du rivage ce désert frileux et moite, à l'haleine humide de malades qui mollissait les muscles et enténébrait le cerveau. À nouveau, toujours cette ambiance, ce lieu qui est vivant, qui crée l'état d'esprit des êtres ici. Ce désert frileux et moite, le désert personnifié ici, et à l'haleine humide de malades qui mollissait les muscles et enténébrait le cerveau. Mais on parle quand même. Ensuite, le vieux Carlo a choisi son heure, dit Giovanni distraitement en serrant son manteau. C'est un vrai temps de la Toussaint. Il jeta un regard d'ennui sur la côte vide. Les Syrtes ne sont pas le paradis terrestre en cette saison. Nous cheminions tous les quatre sur la route grise, l'esprit inoccupé. Le ciel sans regard faisait de toutes ces terres des limbes silencieuses. Le cimetière devant nous était comme une flaque plus grise et plus morne d'ennui, d'absence noire, de lugubre incuriosité. C'était quelqu'un, le vieux Carlo, reprit Fabrizio d'une voix pénétrée. Et je devinais en souriant malgré moi qu'il pensait au somptueux festin de battues qu'Ortello nous avait offert au dernier automne. Oui, approuva Roberto d'un hochement de tête. Marino sera fâché de n'avoir pas été là. Il s'est annoncé pour bientôt pourtant, continua-t-il d'une voix changée. Je me demande... Nous savions tous à quoi il songeait. J'avais trouvé, en rentrant à l'amirauté, toute penaude. Je reprends. J'avais trouvé, en rentrant, l'amirauté toute penaude. À nouveau, l'amirauté, le lieu qui devient vivant. Peut-être c'est de là que vient l'hésitation que j'ai eue. Je n'ai pas compris dans un premier temps cette phrase-là. Donc j'avais trouvé en rentrant l'amirauté toute penaude. Les patrouilles avaient cessé et les guets de nuit, tout dans la forteresse, comme par enchantement, rentrait dans l'ordre, s'encapuchonnait de ses housses à la hâte pour un nouvel hivernage. Chacun rentrait dans sa coquille. Il n'avait jamais été question de rien. Le capitaine allait revenir. On fait comme si de rien n'était. Il vaudra mieux retenir la famille à dîner, avec ces phrases un peu banales qu'on dit dans les enterrements. Il vaudra mieux retenir la famille à dîner, conclut Roberto avec une hésitation dans la voix. Ortello est loin. Le capitaine l'aurait sûrement fait. Et nous sentîmes tous, au silence qui suivit, combien notre petit groupe était resté orphelin. Nous attendîmes quelques instants, tête nue, à l'entrée du cimetière. Bientôt parut au tournant de la route
une de ces charrettes longues aux roues bizarrement surélevées qu'on emploie pour cheminer dans les étendues de sable. Le cercueil était posé dessus à plat, tout ouvert selon la coutume des Sirtes, et lorsqu'on le reposa à terre, je vis qu'il était rempli jusqu'au bord des grappes tardives et odorantes de ces glycines qui s'entrelacent partout aux treillis des vérandas du sud. Le grand corps parcheminé de bûcheron émergeait comme porté par un remous de cette écume de fleurs fragiles. La famille et la domesticité suivaient à cheval la charrette mortuaire. Un de ces moines itinérants qui desservent à de longs intervalles les chapelles perdues des Sirtes était monté dans sa robe blanche en croupe du fils aîné, et soudain il me sembla que j'avais sous les yeux un spectacle très ancien. À voir cette longue file chevauchée, indifférente sur la terre plate, avec les gestes alourdis des errants, et ces visages tannés que le désert faisait sans âge et sans expression, on eût dit un de ces cortèges de nomades barbares qui portaient le corps de leur chef jusqu'au lointain pâturage d'eau vive. Les barbares pourtant sont de l'autre côté de la rive. Mais tout d'un coup, les temps anciens reviennent, les contacts anciens peut-être aussi. Nous effleurâmes l'un après l'autre le front du vieillard du bout des doigts de la main droite en signe d'adieu. Comme je passais près de lui, le fils aîné, un géant aux boucles têtues, m'adressa de la main un signe gauche, et je compris qu'il voulait me dire quelques mots. Mon père reposera en terre d'Orsena. C'est une grande grâce que vous nous faites. Il tournait la boucle de sa ceinture de chasse entre ses doigts d'un air embarrassé. Je comprenais maintenant la phrase d'abord obscure. À la terre de chaque cimetière militaire d'Orsena, on avait mélangé autrefois un peu de glaise apportée de la ville. Tout à coup, sa main se posa sur la mienne, dans un geste de brusquerie timide. Je voulais vous dire, nous sommes bien peu dans le sud. Il en sera ce que Dieu voudra. Mais tous ici, nous sommes fidèles. Comptez sur nous tous, quand les temps seront venus. À nouveau, ce futur, quand les temps seront venus, ce futur proche où ils vont devoir s'engager, sans doute. On descendit le cercueil dans son trou de sable. Le vent léger du désert en écrêtait déjà l'arête friable. Elle s'écroulait dans la fosse en ruisselets intarissables et silencieux. Il y avait quelque chose de dérisoire dans le geste compassé des mains qui, à présent, égrenaient sur le cercueil, chacune à son tour, des poignées de sable. Cette terre tant de fois mélangée au vent était poussière plus qu'en aucun lieu qui fût au monde, et je sentais que le vieillard eût aimé sa demeure menacée. Ce sol qui bougeait comme les dunes sous ses plis de sable ne tenait pas sa proie pour jamais. Il y avait pour moi un symbole infiniment troublant dans cette vie patiente et sourde, agrippée au sol par tant de racines et reprise à son extrême fin, si détachée, si légère, par un souffle mystérieux, un symbole qui s'alliait à ce cortège nomade, à cette terre imperceptiblement remise en mouvement. Évidemment, tout est là, imperceptiblement remise en mouvement. Tout dans ce livre où il ne se passe pas grand-chose, c'est l'imperceptible remise en mouvement d'une terre, puis d'une guerre. Il n'y avait rien ici qui parlât du repos dernier, mais au contraire, l'assurance allègre que toutes choses sont éternellement remises dans le jeu et destinées ailleurs
coup bon nous semble. Je me rappelai le sourire distrait du vieillard, qui n'encourageait pas l'attendrissement, et je me sentis compris et excusé. Il faisait bon cet après-midi dans le cimetière, comme par une première matinée d'hiver, dans le vent sec qui pourchasse les feuilles sur les routes. Le prêtre acheva les dernières prières latines, et il se fit autour de la fosse un silence gauche et ennuyé. On a cette scansion du silence toujours, qu'on avait déjà vu avant, évidemment dans des moments comme un enterrement. Le silence fait partie de la vie qui se tait face à la mort. Mais c'est un silence gauche et ennuyé. Les chevaux hennissaient derrière le mur du cimetière. Au loin, sur la route, parvenait encore le grincement de la charrette délestée. Les bruits insignifiants, ouatés par la tiède brume grise, faisaient soudain de ce minuscule coin de terre un lieu extraordinairement inoccupé. J'entendis derrière moi s'ouvrir la grille, et je me détournai nerveusement. Marino entrait dans le cimetière. Évidemment, tout s'est passé sans le capitaine Marino, qui est parti, et pendant son absence, tout a changé. Voilà donc Marino. J'avais attendu, j'avais craint ce retour comme l'heure de la plus grande épreuve. Et pourtant, à entendre ce pas lourd et long cheminer derrière moi dans l'allée de sable, ce que j'éprouvais était bien loin de la crainte. C'était une détente nerveuse profonde, comme lorsqu'on se baigne à une source, un inexplicable allègement. Je le regardais à la dérobée pendant que, de sa voix lente et paysanne, il adressait quelques paroles de consolation à la famille du mort. À nouveau, le léger vent de la mer agitait les mèches grises au-dessus du masque extraordinairement lourd. Dans sa longue capote jaunie d'uniforme aux plis raides, il paraissait faire corps avec le sol, comme un bloc terreux. Jamais peut-être autant qu'après cette longue absence, je n'avais senti que ce coin de terre s'achevait, s'accomplissait en lui, comme une sorte de génie tâtonnant, d'aveugle, qui lui appartenait non plus même comme un cerf à sa glèbe, mais plus purement et plus intimement comme un élément du paysage. Il était plus vivant au milieu de ce cimetière morne qu'aucun des jeunes hommes qui se trouvaient réunis là, vivant d'une espèce d'immortalité végétative et hivernale, comme s'il eût drainé vers lui seul les dernières sèves de ce sol exténué, rusé comme lui avec les saisons et avec le temps, avec la sécheresse et la grêle, fait corps avec lui comme ces ylves aux tiges couleur de grève qui s'agrippent au sable croulant. Il était plus que la stèle d'Orsena au long du mur, le symbole de cette existence, lentement empêtrée aux choses. Et ce qui revêtait à la fin, dans l'écoulement ininterrompu de ces générations, la terre indistincte comme le vernis que l'évaporation laisse aux pierres du désert, comme si l'on eût touché en lui, à la laisse la plus basse de l'éveil, on croyait voir affleurer sur ce visage des étendues désertiques de vie sans mémoire et sans rides, de vacances naïves, de nocturne incuriosité. C'est assez intéressant ici le renversement qui s'opère alors que le paysage semblait vivant. Ici, c'est Marino qui devient un paysage, qui se confond avec
le rivage des Syrtes. Et pourtant ce visage avait changé. Je le regardais presque étranger à ce qui allait suivre, avec une espèce d'impartialité détachée. Et tout à coup, je remarquai, comme s'il se fût agi de moi, comme une femme à qui son miroir renvoie la première révélation atterrante, combien soudain il avait vieilli. Je savais que Marino n'était plus jeune, mais ce n'était pas l'approche tranquille de l'âge que décelait devant ce visage terreux et ce masque lourdement immobile l'avertissement qui montait de ma chair. On eût dit plutôt un de ces rois de légende, endormis depuis des siècles dans une grotte, qui ne se réveille d'un sommeil magique que pour crouler en poussière en 1 minute et s'évanouir, comme si le temps à travers lui eût changé de rythme et de vitesse. Ce fut tout à coup sous mes yeux de toute sa masse ébranlée. À nouveau. Le temps reprend, comme si le temps s'était figé, et le temps reprend. Mais le temps ne s'était pas figé, la vieillesse est venue sans qu'on la voie, et tout d'un coup elle est là. Ce visage marqué absorbait le regard, non pas comme le lointain enveloppé de brume où se perdra un jour notre chemin, mais comme la lézarde que laisse au milieu d'une route un tremblement de terre. Pendant que la maigre assistance s'écoulait du cimetière, je vis devant moi le capitaine s'attarder entre les tombes, comme s'il m'attendait. Il me rejoignit devant la porte. Nous étions seuls. Derrière nous, déjà, dans l'enclos vide, le vent indifférent recommençait à froisser le sable. « Revenons par la grève, Aldo, veux-tu » me dit-il en passant son bras sous le mien d'un geste familier. Les jambes faiblissent un peu, vois-tu. Il me fit un clin d'œil dont je ne fus pas dupe. Ce doit être l'habitude de ce satané cheval. Une marine montée ne donne rien de bon. Nous cheminâmes un moment en silence. Toujours le silence. On eût dit que ces solitudes absorbaient les bruits comme leur sable la pluie. Déjà autour de nous, le cortège avait fondu dans les herbes maigres. Bientôt, l'arc désolé de la plage s'étendit devant nous, presque au ras des vagues. Des bandes d'oiseaux de mer se posaient et s'enlevaient en ondulant au loin sur le glacis mouillé des sables, pareil à une buée légère. La terre engourdie n'avait jamais bougé ici que de cette palpitation faible. Marino savait combien me plaisaient ces grèves lavées et désertes, mais cet après-midi, leur dénuement même ne me distrayait pas. Je n'étais plus attentif qu'à une chose, la pesée d'un bras qui, sur le mien, s'appuyait maintenant plus lourd. Je me sentais la bouche sèche et la gorge serrée jusqu'à la douleur. Marino souffrait. De cette souffrance stupéfiante des bêtes muettes qui semblent avoir troué pour venir jusqu'à nous les espaces d'un autre monde. Une impression d'angoisse me venait de ce bras tantôt abandonné et soudain subtilement raidi par une gêne qui vivait contre le mien avec une animalité oppressante. « Tu as fait bon voyage, Aldo » me dit-il enfin d'une voix presque timide. Un peu plus long qu'il n'était prévu, je le crains. J'ai à vous annoncer une nouvelle qui ne vous fera pas plaisir, ajoutai-je d'une voix dure. Le parcours n'a pas été respecté. Nous sommes allés jusqu'à la côte d'en face.
Marino se tourna vers moi brusquement. À l'instant même, je compris qu'il savait. Et pourtant, malgré lui, ses yeux se plantèrent dans les miens, dans une espèce de détente sèche. « Là-bas, oui, je sais. » fit-il avec effort d'une voix pesante. « On l'a tiré. » « Dois-je m'expliquer ?» dis-je en serrant nerveusement les lèvres, et je sentis que ma nuque se raidissait malgré moi, comme à quelqu'un qu'on met au garde-à-vous. Je comprenais avec désespoir combien par ma faute la conversation s'engageait mal. Marino le sentit et jeta bas les formalités d'une secousse d'épaule. D'autres pourraient trouver que ce n'est pas inutile. À quoi bon ? Reprit-il avec un étrange visage d'aveugle qui m'effaçait de son regard. J'ai toujours su que tu irais là-bas. C'est un grand malheur, reprit-il, après un silence, d'une voix sans accent et presque embarrassée. J'étais frappé de nouveau tout à coup de son comportement sénile. On eût dit que la bouche, chez ce vieillard sans détour, maintenant ne répondait plus des paroles dites. Pourquoi m'avez-vous laissé prendre cette patrouille ? Marino parut réfléchir un moment avec effort. Je t'avais demandé de partir, dit-il d'une voix qui s'excusait presque. Ne t'en souviens-tu pas ? Si vous avez su que j'irais là-bas, vous l'avez su avant moi. Quand nous avons été au courant de ces bruits, c'est vous qui m'avez conseillé, permis, oui je l'ai cru, j'en suis sûr, d'écrire à Orsena. De nouveau Marino parut chercher avec effort dans ses souvenirs. Oui, peut-être, dit-il enfin d'une voix pensive. J'ai eu de grands torts dans cette affaire. J'espérais... Il fit de la main un geste dérisoire, un geste de découragement enfantin. Je pensais qu'on allait te calmer de la bonne manière. J'espérais de l'aide. Je ne pensais pas que le mal avait gagné si loin. Que voulez-vous dire ? Fis-je d'une voix rapide, et je m'arrêtai brusquement, frappé de l'accent de douleur sourde qui passait dans ces derniers mots. On me chasse, dit-il, en détournant la tête. Après-demain, j'aurai quitté l'amirauté pour la dernière fois. Les mots résonnèrent d'abord dans ma tête, insignifiants comme des cailloux qu'on agite dans une boîte creuse. Puis un vide se forma sur mon estomac et je me sentis envahir par cette sensation nauséeuse du rêve où l'on sent au bord du gouffre un garde-fou céder pouce par pouce sur les doigts. Ce n'est pas possible, dis-je, et je sentis que mon visage blêmissait. Asseyons-nous un moment, veux-tu ? Le vent se calme, dit le capitaine. Il semblait un peu ragaillardi. L'après-midi s'avançait, mais il faisait bon encore sur le sable tiède. Sitôt assis, le paysage autour de nous disparut, comme si nous avions rentré la tête dans une tranchée. Au-dessus de nous, les bandes d'oiseaux de mer remontant avec la marée passaient à chaque instant dans un seul cri assourdissant. Sur cette chaussée claquemurée par les vagues, il était vraiment impossible d'être plus seul, et pour la première fois je songeais combien cette promenade excentrique ressemblait peu aux habitudes de Marino. Il me semblait de plus en plus qu'il y avait dans ses gestes trop surveillés une gaucherie inhabituelle et quelque chose d'imperceptiblement emprunté. On eût dit que le capitaine jouait un rôle.
La visière rabattue sur les sourcils, il regardait le large d'un œil vague. Sa main, machinalement, faisait couler entre ses doigts une poignée de sable. Tu étais au courant des règles de navigation dans les Syrtes, je pense, dit enfin le capitaine en toussant pour s'éclaircir la voix. C'est une formalité que je remplis là, se hâta-t-il d'ajouter, mais les choses ont maintenant besoin d'une mise au point. J'ai moi aussi à fournir un rapport. Je suis prêt à vous décharger par écrit pour toute cette affaire, dis-je d'un ton déférent. Ce que j'ai fait là était, ou ce que j'ai fait l'a été en connaissance de cause. Marino tourna la tête vers moi comme s'il avait été ému par un ressort. En connaissance de cause, reprit-il pensivement. Je remarquai qu'il respirait avec difficulté. Tu ne sais ce que tu dis, ajouta-t-il, et il secoua la tête avec une expression amère. Vous avez dit cela autrefois à Fabrizio, et vous le pensiez, dis-je avec douceur, car la tristesse douloureuse de sa voix en cet instant m'emplissait de pitié. Fabrizio était un enfant, à moi vous ne croyez pas ce que vous dites. Le vieillard leva vers moi des yeux d'eau claire. « Je t'aime beaucoup, Aldo, dit-il avec une espèce de confusion. Ne le comprends-tu pas? Je t'aime parce que je te connais mieux que tu ne me penses. À ton âge, on n'aime pas se trouver d'excuses parce qu'on n'est jamais sûr de se compromettre autant qu'on voudrait dans ce qu'on fait. Je voudrais que tu parles sans orgueil, dans un instant où tu es en grand danger d'être jugé. Qui sera juge ? Dis-je en haussant les épaules sans conviction, car le ton de Marino était devenu tout à coup singulièrement ferme. J'ai à rendre compte de mes actes à d'autres, ajoutai-je en détournant la tête. Cela m'ennuie d'avoir à en faire état pour la première fois au moment où nous allons nous quitter. Marino pâlit légèrement, et son regard se planta droit dans mes yeux, avec une lueur de sévérité hautaine. Je ne parle pas de la seigneurie. Elle a ses affaires dont elle t'éclaircit, je pense, mieux que moi. J'aurai d'ailleurs à t'en parler. De cela tout à l'heure. Je parle d'Orsena. Voulez-vous dire que vous parlez pour elle ? Le vieillard sembla se recueillir un moment si intensément que sa main le long de lui traîna comme une rame qu'on abandonne, traçant machinalement dans le sable un petit sillon. « Le sang n'est pas tout, Aldo, dit-il d'une voix lente et sérieuse. Le tien est prompt, et personne n'ignore ici que tu es né. J'ai vieilli ici, reprit-il avec dans les yeux une expression lointaine et comme embrumée. C'est ma terre. Je peux m'y diriger les yeux fermés et nommer chacune de ses mottes. C'est pour cela que j'ai aujourd'hui quelque chose à te dire. Elle n'est pas une carte entre les mains d'un joueur. Évidemment, là, cette phrase-là, elle n'est pas une carte entre les mains d'un joueur, et notre personnage d'Aldo est un peu un joueur. Qu'est-ce qui a provoqué tout cela ? C'est la chambre des cartes qu'on voit dans le 2e chapitre déjà. Il y a les cartes et il y a le territoire. Et ce qu'on voit sur la carte, on a envie d'y aller pour de vrai. Elle n'est pas une carte entre les mains d'un joueur. Réponse d'Aldo. Je n'étais pas seul sur le redoutable, dis-je après un moment de silence. Au point où on en est venu ici, vous le savez comme moi, la chose serait arrivée de toute manière. Vous vous en prenez à moi d'une fatalité
ajoutai-je avec un soupçon de grandiloquence. Et je sentis aussitôt que je rougissais malgré moi. Il y a des fatalités qui sont bonnes à pondre. Il y a des fatalités qui sont bonnes à pendre, coupa le vieillard d'un ton singulièrement vif, quand il en est encore temps. Je ne parle pas pour toi, Aldo, ajouta-t-il d'une voix confuse. Tu le sais bien. Il me calma de la main d'un geste d'excuse. Tu ne pouvais pas vivre ici, dit-il en dévisageant avec une impression de curiosité à la fois. Dit-il en me dévisageant, évidemment, avec une expression de curiosité à la fois intense et timide. On eût dit que maladroitement, désespérément, pour la première fois, il se résolvait à frapper à la porte close, essayait d'ajuster son œil myope à une fente qui donna sur l'autre jour. Non, dis-je, je ne le pouvais pas. Maremma ne le pouvait pas non plus, ni le vieux Carlo. Je vis le front du vieillard se rembrunir. Le vieux Carlo. Oui, dit-il tout à coup pensivement, c'est de ce jour-là que j'ai eu peur. Ce jour-là, quelque chose a craqué, comme une débâcle. Mais pourquoi ? Il leva vers moi un regard vide, le regard docile et éperdu d'un chien fidèle à un geste de son maître qu'il ne comprend pas. C'est difficile à dire. Je détournai les yeux et me mis à regarder distraitement vers le large, gêné plus que je ne pouvais le dire de cette confiance et de cette humilité. Est-il possible que vous ayez vécu ici des années, sachant qu'il y avait cela en face, comme si de rien n'était ? Je n'ai pas de goût aux choses lointaines et douteuses, dit Marino d'un ton plus ferme. Le fil était cassé. Tant mieux qu'il fût cassé. Cela avait été avant moi, et cela pouvait durer après. C'était ainsi. Il y avait Orsena, et puis l'amirauté, et puis la mer. La mer vide, dit le vieillard comme pour lui-même, en plissant les paupières dans le vent salé. Et puis rien. Et puis rien, dit-il en se tournant vers moi, et il me regarda droit dans les yeux. Pourquoi vouloir encore penser à ce qui ne demande plus rien de vous ? L'amirauté, et puis la mer, et puis rien, repris-je, et je lui jetai un coup d'œil perplexe. Hier, et puis aujourd'hui, et puis ce soir, et puis rien. Tu trouves cela absurde, parce que tu es très jeune, reprit Marino avec une étrange intensité dans la voix. Moi, je suis vieux, et la ville aussi est très vieille. Il vient un moment où le bonheur, la tranquillité, c'est d'avoir usé autour de soi beaucoup de choses jusqu'à la corde, à force de s'y être trop frotté, à force d'y avoir trop pensé. C'est cela qu'on nomme l'égoïsme des vieillards, ajouta-t-il avec une espèce de sourire trouble. Ils sont seulement devenus plus épais de ce que tant de choses autour d'eux se sont amincies. Ils ne s'usent pas. Le capitaine hocha la tête d'un air buté. Ce sont les choses autour d'eux qu'ils usent. Orsena ne pouvait pas vivre éternellement la tête dans le sable, lui jetai-je d'un ton passionné. Il n'y a que vous qui avez pu vivre ici sans étouffer, repris-je avec une espèce de haine. Même Fabrizio est parti quand il en a eu l'occasion. Il ne savait pas pourquoi, mais il est parti. Même le vieux Carlo l'aurait fait. Vous le savez, ce n'était plus possible. Si, Aldo, reprit la voix avec un ton de tranquillité sagace. C'était possible. Tu ne peux pas le comprendre parce que tu n'es pas d'ici.
parce que tu n'es plus d'ici. Mais pour ceux qui ont pris d'Orsena le sang de leurs veines, à ce qui est ailleurs, à ce qui sera plus tard, c'est une grande objection de seulement être ici, maintenant. Orsena est là où ont abouti les choses, reprit Marino, en hochant la tête dans un geste de certitude empêtré et alourdi. Elle avait cessé de donner à penser, elle subsistait, les yeux ouverts. À peine, répliquai-je avec amertume. Vous lui faites encore trop de crédit, les morts aussi, si on ne les touche, gardent les yeux ouverts. Orsena dormait les yeux ouverts. Mais pour toujours, dit le vieillard sur un ton d'invocation ou de prière, en laissant glisser sur le large son œil pensif. Tu ne sais pas la délivrance que c'est, un état au-delà duquel il n'y a rien. Il fit de la main un geste vers la grève. La mer montait, lissait près de nous déjà en crissant sur le sable des bourrelets plats d'écume baveuse. Une terre où il est bon de se coucher pour dormir, ajouta-t-il, perdu dans cette rêverie lourde et presque organique qui paraissait signifier chez lui le point extrême de l'attention. L'attention en un seul mot. Et il dit encore dans une espèce d'égarement, quand on m'y descendra, il me semble que je la ramènerai des deux mains sur mon visage sans qu'elle me pèse, légère qu'elle est de tout le poids que je lui ai pris. D'un geste de la tête, je désignai à Marino le cimetière. Sur l'horizon bas, il n'était plus que la mince ligne noire au-dessus des sables de son enclos de pierre. Orsena est là, dis-je en lui prenant le bras, partout où elle a semé sa terre de cimetière. Est-ce là ce que vous protégez ? Et la durée, reprit le vieillard avec un tremblement religieux dans la voix. Il tourna vers moi un œil angoissant d'aveugle. Évidemment, le personnage du vieillard aveugle, du sage, de celui qui retient la jeunesse, est ici un personnage quasi mythologique. Ici, quand un corps tombe dans la fosse, il y a 100 millions d'ossements qui tressaillent et qui se raniment jusqu'au fond du sable, comme quand la mer sent descendre et peser au-dessus d'elle dans la terre son enfant mort. Il n'y a pas d'autre vie éternelle. Si, lui dis-je en pâlissant, il y en a une autre, mais il y a une malédiction sur les derniers nés d'une ville trop vieille. Elle n'est pas vieille, coupa le vieillard d'une voix sans timbre. Elle est sans âge, comme moi. Il murmura entre ses dents, comme pour lui-même, la devise de la ville. Et j'eus une seconde d'éblouissement. Mes yeux scillèrent. Une seconde, il me sembla qu'il disait vrai, et que la lourde silhouette, dans son immobilité formidable, s'engourdissait, se pétrifiait sous mon regard. Je crois que nous n'avons plus guère à nous dire, fis-je en me relevant et en me secouant nerveusement. Nous nous remîmes en route en silence. Le silence avant ces paroles définitives dites entre ces deux hommes, et après. Encore une fois, le silence qui scande le texte. Le soleil était déjà très bas dans le ciel éclairci.
Du côté des terres, l'horizon rouge se voilait de brume. C'était l'annonce d'une de ces journées de vent sèche et clair, comme une vitre qui soufflait parfois pendant des semaines entières l'haleine du désert. Dans l'étroite bande de sable sec que laissait au pied des dunes la marée montante, nous hâtions le pas sans mot dire, pressés maintenant d'en avoir fini. « Nous allons passer à la forteresse, me dit Marino d'un ton bref. J'ai à t'indiquer quelques aménagements à faire. Tu commanderas ici, je pense, après mon départ, en attendant l'arrivée de mon successeur. On nous envoie des renforts, ajouta-t-il d'un ton parfaitement neutre. 2 canonnières qu'on m'a annoncées sous 8 jours, et on va remettre en état une partie de l'artillerie côtière. Cela nécessite quelques aménagements à terre, des approvisionnements à caser et les logements provisoires du personnel pour la durée des réparations. Des renforts, dis-je en levant sur Marino un œil incrédule. Est-ce ce qu'on prévoit? On ne sait pas. Non, je ne sais pas. Coupa-t-il d'une voix sombrée. Non pas d'une voix sombre, mais bien d'une voix sombrée, la voix qui a sombré. On ne m'a rien dit. Il est arrivé à Orsena quelque chose. J'ai cru parler à des inconnus. Que voulez-vous dire? Je m'arrêtai brusquement. Une détresse dont le ton de la voix pitoyable me faisait signe, m'avertissait que Marino, obscurément, m'appelait à l'aide du fond de son désarroi. Quelque chose a changé à Orsena, reprit le vieillard. Il secouait lentement les épaules. D'un geste misérable et frileux. À la tête? Non, ce n'est pas la tête, Aldo, que je sache. Il baissa la tête et laissa retomber lourdement son menton sur la poitrine. C'est le cœur. Le cœur défaille comme avant l'orage, quand il se lève un mauvais vent. Tu ne connais pas le désert quand il y monte une tempête de sable. Les yeux cuisent, le sang vous aveugle, on y voit plus clair. Les nerfs se nouent, la gorge se sèche, on perçoit l'horizon. On voudrait que la tempête soit déjà sur vous. Évidemment, on voudrait que la tempête soit déjà sur vous. C'est ce désir, il ne se passe encore rien, il va se passer quelque chose, et il y a ce désir que ça se passe enfin, depuis le temps qu'on attend. Machinalement, le vieillard plissait les yeux contre le vent, comme pour scruter l'horizon de brume. C'est une mauvaise heure, reprit-il. Nos équipages, quand on les louait aux fermes des Syrtes, l'appelaient le branle-bas des sables. Marino soupira et se tut un moment. Mais toi, peut-être, tu sauras, dit-il enfin avec une nuance de timidité déférente. On veut t'entendre à la seigneurie. J'ai apporté avec le courrier une convocation qui te concerne. Au sujet de quoi? De ce que tu sais. C'est le conseil de surveillance qui te fait mander. Le mot tomba des lèvres de Marino avec la nuance d'ombre qui s'attachait presque rituellement à Orsena, à l'évocation d'un pouvoir redouté et inconnu. C'est grave alors, dis-je d'une voix angoissée, en le questionnant du regard. Oui, dit Marino, en s'arrêtant et en levant les yeux lentement sur moi, comme s'il reconnaissait un à un mes traits à la lueur d'une lampe. Et même, sachant qui tu es, je suis surpris qu'on te convoque. Le conseil d'habitude ne délibère que sur pièce. Tout sera décidé ce jour-là. Dans les yeux de Marino,
je vis passer une lueur plus grave, où tenait tout un monde de sentiments troubles, un sentiment de peur panique devant la puissance inconnue, et en même temps une espèce de vénération angoissée en présence de celui qui allait la voir face à face, comme si, à travers moi, il eût touché presque avec une adoration aveugle aux suprêmes instances de la ville, à son cœur noir. Ce cœur noir de la ville. Le pouvoir, voilà de quoi il s'agit, le vrai pouvoir, le cœur noir. N'auras-tu rien de plus à dire à eux non plus ? Ajouta-t-il d'une voix qui s'étranglait malgré lui. Tout n'est pas dit encore. Je t'en prie, dit-il enfin en baissant les yeux. Que dire ? Je haussai les épaules malgré moi. Il y a un temps pour se mêler des choses et un temps pour laisser les choses aller. Ce qui est venu s'est servi de moi et maintenant me quitte. Tout ceci maintenant mûrira sans moi. Nous nous remîmes en marche. Le capitaine était retombé dans son mutisme, comme s'il se le fût désormais dit. Non, je reprends cette phrase-là. Comme s'il se le fût désormais tenu pour dit. À cette heure tardive de la journée d'hiver, il faisait déjà sombre dans les couloirs de la forteresse. Marino, toujours silencieux, alluma la lanterne accrochée dans la chambre de garde, et à la lueur qui perçait à peine la buée jaunâtre, il me sembla lire sur son visage et dans le geste fébrile de la main qui battait le briquet les signes d'une nervosité inhabituelle. Comme toujours en hiver, malgré les réparations de Fabrizio, les murs ruisselaient d'une humidité froide, et une fois ou deux je vis distinctement les épaules de Marino frissonner sous la capote lourde. « Revenons demain, lui dis-je. Rien ne nous presse. La soirée est glaciale. »« Non, » dit le capitaine entre ses dents sans même tourner la tête. « Ce sera très vite fini. » La lueur de la lanterne perçait à peine l'obscurité laiteuse. Mais tout à coup, la hauteur des voûtes reflua sur nous à travers le noir dans la vibration creuse des voix qui résonnaient comme un fracas de vitres. Ce n'est pas que ce soit un lieu particulièrement hospitalier ce soir, ajouta-t-il d'une voix qui sonnait avec complaisance, comme s'il eût fait visiter les salles à un touriste. Il semblait revenu à une bonne humeur expansive et presque inquiétante. Mais c'est ma dernière ronde. Et puis, ajouta-t-il en me jetant un regard de côté, tout en balançant sa lanterne, il me semble que tu t'y plaisais. Il s'arrêta tout à coup, et sa lanterne levée éclaira faiblement un cartouche sculpté dans la voûte. In sanguine vivo. Voilà, la citation latine qu'il lit donc sur ce cartouche sculpté dans la voûte. In sanguine vivo. Épela-t-il comme s'il eût déchiffré les syllabes à mesure. Le reste se perdit dans un bredouillement confus et prolongé. Il y avait cette fois quelque chose de si distinctement anormal dans sa mimique que je me sentis au bord de l'irritation. « Eh bien ?» dis-je en le fixant avec une impatience à peine polie. « Le sens n'est pas clair, Aldo. » fit-il en me touchant le bras d'une voix gutturale. « Ne l'as-tu jamais remarqué ? Le sens est indifféremment, ou bien que la ville survit dans son peuple, ou bien qu'elle demande au besoin le sacrifice du sang. »
Ce n'est guère une heure pour une pareille exégèse, ne trouvez-vous pas? Coupai-je de plus en plus impatienté. De minute en minute, je me sentais moins à l'aise. Il y avait dans l'œil de Marino, était-ce un reflet de cet éclairage fantomatique? Quelque chose de fixe et de lugubre qui démentait cette conversation burlesque. La lanterne posée entre nous à terre tirait à peine les visages du halo de vapeur. Nos ombres allongées s'arquaient en se perdant très haut sur les voûtes. Des gouttes froides coulaient de leurs pierres une à une entre le col de ma capote et mon cou. On est vraiment dans quelque chose qui fait peur ici, qui crée une sorte d'ambiance mystique avec ce vieillard qui déchiffre des citations latines avec plusieurs sens dont on se demande lequel est une prophétie peut-être. À ton aise, dit le vieillard sans insister. Il reprit sa lanterne et se remit en marche, de son long pas déhanché. Dans les journées humides, le capitaine se souvenait d'une ancienne blessure. De nouveau, nos ombres se balancèrent. Marino ouvrait les portes une à une, sans mot dire, fourrageant les serrures rouillées dans un grand cliquetis froid de métal. Une odeur compacte de mousse moisie et de ferraille pourrie sautait au visage comme un jet de ces casemates débouchées après des siècles. Une odeur froide et sans levain qui soulevait le cœur, corsé par des siècles de pourriture vénéneuse. Je suivais Marino de casemate en casemate sans me dire, nos lourdes bottes pressant comme une éponge une litière pestilentielle. Le silence, leur voilà, le silence se faisait pesant. La flamme de la lanterne pétillait et charbonnait dans l'air nauséeux. Des ombres douteuses grouillaient sur les voûtes souillées. Il y avait comme un présage funèbre, à ce que le géant, remué de sa lourde couche, exhala aussi agressivement aux narines cette odeur intime de cercueil. L'odeur d'Orsena, jetai-je à Marino d'un ton hostile. Marino balança sa lanterne sans mot dire, et tout à coup reparut sur ses lèvres un sourire étrange, celui qu'il avait eu dans la chambre des cartes. Là voilà cette chambre des cartes. On revient à l'origine, à la première rencontre. Il nous reste à voir la batterie de la plateforme, dit-il d'une voix ensommeillée. Ce sont les pièces qu'on veut remplacer. Il était très difficile dans le dédale des rampes et des escaliers de la forteresse de savoir jamais à quel étage on se trouvait au juste, une fois pris dans l'intérieur du bloc. Mais tout à coup, à ma surprise, nos manteaux battirent au vent de mer. Ce que je prenais à ma gauche pour des entrées de casemates, trompé par ces enfoncements d'obscurité opaque, était une file d'embrasures désaffectées. On a l'impression d'être vraiment dans une sorte de labyrinthe dangereux ou de catacombe dans cette amirauté. Marino posa sa lanterne sur un bloc d'ombre qui barrait le passage. Le vent du large agita brusquement la flamme, un ray de lumière glissa en flèche le long d'un ventre de métal. Avant même de reconnaître le canon et la plateforme, je compris où, après bien des détours, le capitaine m'avait ramené. La nuit sera tranquille, mais le vent va s'établir demain, dit Marino machinalement, de son ton sans réplique, en penchant la tête dans l'embrasure et en humant l'air malgré lui. Mais le lieu et le moment glacèrent en moi l'envie de sourire. La nuit
tout à fait tombé maintenant, était très sombre. Évidemment, on a vu un petit à petit s'assombrir. Le vocabulaire utilisé était de plus en plus sombre et inquiétant. La nuit, tout à fait tombée maintenant, était très sombre. Mais au-dessous de nous, à travers le brouillard bleuâtre, montait un souffle d'humidité pénétrante et un léger froissement d'eau calme, pareil au bruissement des feuilles de peuplier. En me penchant dans l'embrasure, je pouvais voir à droite la lumière immobile du môle. De temps à autre, un éclat luisant s'approchant au tas ou s'accrochant au tas de charbon perçait la nuit inoccupée. On a cette ombre et puis tout d'un coup, un peu de lumière dans l'ombre. Et juste derrière moi, il y a un petit peu ça. Il y a un rayon de soleil quand même qui arrive ou quelque chose d'une lumière peut-être artificielle, d'une lumière en tout cas. Reprenons. En me penchant dans l'embrasure, je pouvais voir à droite la lumière immobile du môle. Ça, je l'ai déjà lu, je continue quand même. De temps à autre, un éclat luisant s'accrochant au tas de charbon perçait la nuit inoccupée. On eût dit qu'elle ne devait pas finir. Toute chose reposait dans l'intimité noire d'une cloche de ténèbres. Les feux endormis naviguaient dans le brouillard avec un calme et une fixité d'étoiles. Rien ne s'était passé. L'amirauté reprenait la tranquillité inexprimable des choses qui jettent l'encre, du mur que la main touche pour se réveiller d'un cauchemar. Te souviens-tu du soir où je t'ai trouvé dans la chambre des cartes, dit Marino d'une voix basse et claire, comme du jour où vous m'avez amené ici. Je me tournai vers Marino. Dans la pénombre, je le distinguais à peine. Il y a une chose que je me suis toujours demandé. Qu'est-ce qui vous a tellement frappé ce soir-là? Ton regard, dit Marino, d'une voix précise, un regard qui réveillait trop de choses. Je n'aimais pas ta manière de regarder. Pourtant je t'aimais bien, Aldo, dit-il tout à coup avec une gravité insolite, comme s'il eût témoigné. Je détournai les yeux bizarrement remués et regardai du côté de la mer. Vous avez raison, dis-je. Il n'y avait pas de place pour nous deux ici. Non, dit-il d'une voix étouffée. Il n'y avait pas de place. Il y eut quelques secondes de silence. Ce sont peut-être d'ailleurs les derniers mots qu'ils échangent. Tout à coup, j'éprouvai une impression de raideur dans la nuque qui gagnait les épaules, comme si on y eût braqué le canon d'une arme, en même temps qu'une sensation brutale et imminente de danger me bloquait la poitrine. D'une détente, je me jetai à terre, m'agrippant à la murette basse au bord même du vide. Quelque chose au même instant trébucha contre ma jambe avec un souffle lourd, puis bascula au-dessus de moi en raclant la margelle. Tapi contre la pierre, la tête dans les épaules, mon cœur se suspendit à un instant de silence surnaturel, puis avec un bruit flasque, un corps gifla lourdement les eaux calmes. Je demeurai quelques instants immobile. Penché au-dessus du gouffre, le silence absolu de ce vide refermé comme une trappe et la torpeur qui m'engourdissait le cerveau firent que je portai d'un geste machinal la main vers ma tête comme si elle eût été encapuchonnée d'étoffe. Puis je me relevai sans hâte et d'un geste d'incrédulité absurde, j'élevai doucement la lanterne au-dessus de ma tête. La lueur jaune glissa sur les dalles mouillées, découpa brutalement sur la nuit l'embrasure vide, d'un vide si intrigant que je tâtai de la main, d'un geste aveugle, le rebord de la pierre, comme devant un cadre
derrière lequel on eût troué le mur. Il n'y avait plus personne. Les recherches se poursuivirent tard dans la nuit. On avait mis à flot les pinasses de l'embarcadère et toutes les barques disponibles à l'amirauté, jusqu'au canot du Redoutable que l'équipe de sécurité, alertée par les appels du rivage, avait mis d'elle-même à la mer. Dressé tout debout à l'extrême avant de la barque, avec sa torche qui pétillait dans l'humidité lourde, parfois un homme surgissait du brouillard comme un fantôme glissant sur les eaux tranquilles et huileuses. Longtemps, les appels gutturaux où l'angoisse peu à peu cédait à une résignation encore incrédule s'entrecroisèrent dans la nuit calme. Le cadavre ne reparut pas. Pour Giovanni, et au fur et à mesure que les recherches se révélèrent plus vaines, pour presque tous, les vêtements et les bottes pesantes du capitaine avaient dû l'entraîner, aussitôt après qu'il eut perdu connaissance, jusqu'au fond de vases gluantes de la lagune, d'où aucun repos de mémoire d'homme n'était remonté jamais. Et personne ne parut mettre en doute l'explication de l'accident que j'avais aussitôt donné, à savoir que le capitaine, en voulant contourner la volée de la pièce, avait glissé sur les dalles humides. Un sens plus caché s'attachait pour moi à cette disparition sans trace. Il me semblait que le capitaine, qui pour moi n'avait jamais tout à fait vécu à l'amirauté, mais plus profondément l'avait hanté à sa manière, ou à la manière d'un génie engourdi de la terre, avait passé au sein de cette nuit noire et de cette lagune dormante d'une manière trop suspecte pour que ne s'y attachât pas la valeur d'un de ces signes auxquels la vie à l'amirauté m'avait tenu les sens entr'ouverts, comme si l'esprit même de ces eaux lourdes et de ces pierres moisies, un esprit en qui le temps même avait semblé engourdir ses battements, eût regagné à l'heure dite et à la plage fixée le refuge des profondeurs noires pour en sceller sur lui le consentement et le sommeil. Voilà la fin brutale de ce chapitre, cet accident de Marino, qui n'est bien entendu pas un accident. Et puis, il nous reste donc un dernier chapitre, assez long, de 50 pages. Il est fort probable que je prenne en tout cas 2 sessions de lecture pour en venir à bout. Les instances secrètes de la ville, il va se rendre à Orsena. Il va quitter le rivage des Syrtes. Que se passera-t-il ? Eh bien, on le saura bientôt. Et pour l'instant, au revoir.